Salut à tous, c'est Planck de la chaîne Le Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et répondre à une question qui est assez régulièrement posée par rapport aux exemples qui sont donnés dans les ouvrages d'Erickson, de Boyne, de Hellman, quand ils sont en train de décrire ou expliquer comment s'est passée une session. Très souvent, on a l'impression que les partenaires d'il y a maintenant presque 60 ans étaient beaucoup plus faciles à accompagner et à traiter. Dès lors, il peut y avoir, quand un praticien étudie ces ouvrages, une espèce de... il peut y avoir deux cas. Soit on va mettre sur un piédestal le praticien en se disant waouh, c'est incroyable, regarde, il a pu faire ça. Soit à l'inverse, on va se dire pourquoi moi je suis pas bon et pourquoi j'arrive pas à faire comme lui. Pourtant, j'ai été formé à sa méthode, à sa façon de. Qu'est-ce qui diffère? Donc il peut y avoir un gros doute à un moment à se dire ah, là il y a un problème. Euh, le questionnement il est intéressant, sachant que clairement on n'a pas le même type de population qu'il y a 60 ans. On n'a pas le même type de partenaire. Euh, il y a déjà une expansion aujourd'hui de tout ce qui est psychopratique et accompagnement psy qu'il n'y avait pas du tout à l'époque. D'ailleurs, en reprenant historiquement parlant, si Erickson a réussi à imposer l'hypnose dans le monde médical, c'est Boyne qui a réussi à dire attendez, l'hypnose peut être aussi pratiquée par des non-médicaux. Donc on était déjà dans un état d'esprit où c'était pas fluide comme aujourd'hui, où on a 10 000 techniques d'accompagnement et des milliers et des milliers de praticiens à tous les coins de rue. La notion d'accompagnement psy, pendant des années encore, parfois je pense, il suffit que vous voyez votre entourage quand vous parlez de psy, c'est je ne suis pas fou. Alors imaginez dans les années 60, des personnes qui étaient prêtes à aller dans un accompagnement en hypnose, il ne devait pas y en avoir tant que ça, et outre ça, il n'y avait pas des thérapeutes à tous les coins de rue. Ce qui fait qu'il y avait déjà un respect et il y avait une prise de conscience de la figure d'autorité dans la notion connaissance de la technique, comme quand on va voir un grand professeur en médecine, et se dire, ah bah oui, là il y a quand même quelque chose, donc on est prêt à s'investir. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui se déclare maître praticien, d'ailleurs c'est un titre qui est proposé par les écoles, et on en a partout. Dès lors, il y a déjà cette façon de se poser en tant que partenaire, à se dire bon bah au pire si lui ça fonctionne pas j'irai voir quelqu'un d'autre. Et si une personne comme Erickson à l'époque il fallait des mois pour avoir un rendez-vous, n'est pas dispo à part dans X mois, entre temps le partenaire est allé voir 10 praticiens différents, ou j'exagère mais 3-4 praticiens différents parce qu'elle va pas bien, il veut une réponse rapide. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit. On n'a plus du tout le même fonctionnement qu'il y a des années. Le fait en plus qu'il y ait une grosse rareté et peu de connaissances là-dessus change aussi beaucoup ce qui va se passer, l'investissement qui va se passer. Aujourd'hui, tout le monde connaît plus ou moins l'hypnose, a une bonne ou une mauvaise image, mais tout le monde connaît plus ou moins. Et surtout, tout le monde a déjà lu un article de développement personnel, a pu entendre une vidéo de développement personnel, a pu lire un ouvrage de développement personnel. Et vous savez bien qu'il y a un moment donné, on a l'impression qu'on sait, euh, parce qu'on a un tout petit peu de connaissances et on le met vachement en avant, et on a l'impression que les personnes qu'on va voir n'ont pas forcément plus de compétences que nous, parce qu'on a pu lire, ou même on a pu se former, on a pu plein de choses, ce qui fait qu'automatiquement, il y a une notion possible de résistance, mais pas consciente. Hein. Personne va dans une forme de résistance par rapport à observer si l'autre connaît,
on le voit souvent dans les moments de pré-talk où il y a des personnes qui ont déjà tout lu, tout étudié, qui ne l'ont jamais pratiqué, mais qui connaissent intellectuellement. Et on est dans une démarche où c'est limite le praticien qui doit prouver qu'il connaît sa discipline. Ça, à l'époque, il y en avait certainement très peu, étant donné qu'il y avait peu d'ouvrages et on n'était pas saturé d'informations comme aujourd'hui. Cette notion également de saturation et d'exploitation des trans et de capacité de se concentrer a énormément changé. Dans les années 60-70, on n'avait pas autant d'écrans. On n'avait pas les réseaux sociaux et tout ce qui était source d'information énorme comme on peut l'avoir aujourd'hui. On n'était pas saturé à longueur de temps d'autant de publicité, d'autant de stimulation avec un appel, un message, un bing, un n'importe quoi. Ce qui fait que l'état d'esprit et la notion de trans, elle s'est aussi complètement transformée. Le facteur critique, notre capacité à juger, a changé de par le fait que on est parfois plus résistant à rentrer en transe parce que à longueur de temps, on a été dans cette espèce de monde d'induction, avec des saturations, avec la confusion, avec des ruptures de pattern. Il suffit un coup de téléphone, il suffit un bruit, il suffit d'un... Et à partir de là, on a appris, sans s'en rendre compte, à se protéger des suggestions potentielles, c'est-à-dire fermer notre transe, qui pourraient arriver. Ce qui fait que, mine de rien, même si on se dit je suis motivé à aller voir quelqu'un, et ça je vous le partage souvent, c'est pas parce que quelqu'un dit je vais aller voir une personne que la personne fait déjà son boulot, même si c'est ce qu'on nous a beaucoup vendu en formation. Une personne qui vient, c'est pas du tout dit qu'elle soit ouverte à vous, votre pratique, votre façon de pratiquer, votre façon de travailler pour l'emmener quelque part. Donc il peut très bien fermer sa transe et empêcher tout boulot. Cet ensemble d'éléments fait que clairement, je pense qu'il y a 60 ans, c'était assez différent. Un autre élément, donc on a l'élément du temps, qui a créé donc un autre contexte, une autre situation. Il y a aussi l'élément culturel. Les ouvrages là, que ce soit Boyne, Erickson ou Hellman, on est aux États-Unis. On est aux États-Unis, c'est pas la même culture que chez nous. Faire de l'hypnose avec des Américains, c'est pas faire de l'hypnose avec des Français. Ils n'ont pas du tout la même façon de se laisser embarquer. Ils n'ont pas du tout la même attente dans l'accompagnement. Il y a un côté qui fait que moi, de ce que j'ai observé pour avoir pu travailler avec des Américains, c'est qu'il y a un côté engagement qui est plus important et il y a moins d'opposition et de critiques potentielles. Ils sont dans un truc, je le fais, on me dit de le faire, je le fais, et je verrai à la fin de mes X sessions si tout est OK. Ce qui n'est pas forcément le cas avec beaucoup de partenaires français, où il va y avoir beaucoup de deals, beaucoup de remises en question, etc. que dans les séquences avec des Américains, on n'a pas. Ils n'ont pas la même façon de s'orienter. Et j'imagine que dans les années 60, c'était encore différent, mais avec cette notion très engagée et engageante, et pas forcément à remettre en question, à attendre la fin de l'élan pour se dire ok, c'est bon ou c'est pas bon, et dans ce cas-là, il y a tout le cheminement critique qui peut se mettre en place. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.